On va bientôt pouvoir commencer. Donc, juste avant d'ouvrir le conseil municipal, je voulais saluer la présence de Madame Oudol, qui est directrice générale adjointe des services depuis le 1er juillet 2024. Donc, donc, elle va assister maintenant aux conseils municipaux. Et voilà, je voulais simplement saluer sa présence et l'assurer de tout notre soutien. Hein, vous êtes d'accord, hein? Bon. Donc, on va commencer par élire la secrétaire. Je vous propose que ce soit Marjorie Pochet. C'est une grande surprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose? Donc, je lui laisse la parole pour l'appel. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Guyot. Anita Perreux a donné procuration à Madame Bazarolan. Joseph Pellegrino. Éline Belmont a donné procuration à Madame Fabry. Pierrick Morin. Marie-Cathy Bélise a donné procuration à Monsieur Pellegrino. Simone Toribio. Marjorie Pochet présente. Yannick Martin a donné procuration à Monsieur Bilotte. Pascal Cohen. Présente. Alexandre Thiel. Daniel Carlesso a donné procuration à Madame Cohen. Florence Fabry. Elle est peut-être dehors, oui, je le mets en attente. Mehdi Chouari absent. Chantal Fischer. François Roméo. Felipe Pereira. Sandrine Bazaroulan. Sofiane Soulimani. Géraldine Lefoul. Pierre Escalier a donné procuration à Marjorie Pochet. Mathieu Bilotte. Chantal Molinier. Christian Fontebasso. Pierre Guiranéa. Pascal Barbier. Florian Menton. Florence Queval. Joanne Vandic. Je mets en attente. Jean-François Bem. Je ne l'ai pas dans ma liste. Florence Fabry est arrivée. Florence Fabry présente. Elle n'entend pas. Véronique Druot. Alicia Lamia. Jean-Philippe Berger. Donc je mets juste en attente, si vous êtes d'accord, Monsieur Vandic et la procuration de Monsieur Bem que je n'ai pas en ma possession. Alors, comme à Plaisance, hein, mais on est à Plaisance, comme au Pigeonnier, quand je vous donne la parole, si je ne donne pas votre nom, s'il vous plaît, donnez votre nom en début d'intervention, de façon à ce que pour faciliter la prise en compte du compte rendu. Alors, avant d'entrer dans les premières délibérations, vous nous avez posé une question concernant le vote au niveau des personnes qui sont présentes, qui sont retenues pour voter. Donc je vais vous lire le texte que nous a renvoyé la préfecture, puisqu'on a demandé à la préfecture pour avoir une position claire et nette. Vous allez voir que la position, elle est voilà. Le quorum ne dépend que de la présence des membres de l'Assemblée à la séance, mais non de leur participation effective au vote. Si des arrivées de membres de l'Assemblée non encore présents ou au contraire des départs de membres présents ont lieu en cours de séance, il convient de les noter précisément sur le procès-verbal de séance en inscrivant le moment exact où se sont produits les faits, c'est-à-dire l'arrivée ou le départ. La preuve du quorum résulte des énonciations du procès-verbal de séance. L'expression « mise en discussion » doit être comprise au sens strict,
C'est-à-dire que le quorum doit être atteint au moment de l'exposé de présentation de l'objet de la délibération. Il doit l'être encore et surtout au moment où le président de séance déclare ouvrir la discussion. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux et par sécurité juridique, les conseillers municipaux en retard doivent être présents à l'ouverture de la mise en discussion d'un point de l'ordre du jour pour pouvoir participer au vote de la délibération. Donc, on a compris cela, c'est-à-dire que lors de la présentation d'une délibération, les gens qui sont absents ne pourront voter que s'ils arrivent avant la fin de la présentation. C'est-à-dire au moment où je poserai la première fois, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Une fois que cet instant est passé, les personnes ne pourront plus prendre au vote, ne pourront pas prendre part au vote. Donc on va appliquer ça dans la mesure du possible. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en même temps, c'est pas clair puisqu'ils le disent. Arrivée de Monsieur Van Dijk. Donc c'est pas clair parce que comme ils le disent, ça doit se régler devant le tribunal et il n'y a pas eu beaucoup de jurisprudence puisque c'est pas quelque chose qui est souvent mis en délibération devant un tribunal. Voilà. Donc je voulais vous signaler, je voulais vous montrer que les services ils ont fait des recherches, et après avoir fait les recherches, ils ont parce que parce qu'il n'y avait rien de clair, il n'y avait pas de jurisprudence d'ailleurs, et donc ils ont interrogé la préfecture et voilà ce que la préfecture nous a répondu. Et donc on va pouvoir commencer. Pardon, monsieur le maire, il me manque juste à savoir si monsieur Bem a une procuration. Allez, on va démarrer. Donc, adoption du procès-verbal du 4 juin 2024. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ce procès-verbal? Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, il y a les décisions municipales. Est-ce que vous avez des remarques? Alors, allez-y. Madame. Florence Queval, oui. Juste une question de forme sur la première décision 2024-54. Donc, vous parlez d'un commodat, un commodat de la parcelle agricole, d'une parcelle agricole qui est à Birazel, qui est donc prêté à une personne. Le nom de la personne est biffé, et en fait, ce que je me disais, c'est que cette personne, elle représente une association. Et je me disais, plutôt que de mettre Monsieur Bloc Noir, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre le nom de l'association? C'est juste une question de forme pour savoir de quoi il s'agissait. Alors, je crois que justement, on pouvait pas le faire à une J'imagine, ouais. association, c'est ça? Il fallait que ce soit une personne, c'est ça? Je ne sais pas. Sur la SAFER. On posera la question. Ah oui, d'accord, il fallait que ce soit une personne, ok. Mais Peut-être. là, du coup, on passe pas par la SAFER, je pense. C'est un commodat classique. Alors oui, justement, on le sort de la SAFER pour en faire un commodat. Et oui, effectivement, du coup, on pourrait peut-être un commodat, on pourrait peut-être on va demander si on Enfin, peut c'est le mettre vraiment juste à par l'association, curiosité, parce quoi. Ouais. qu'effectivement, c'est pour l'association La Ruche Plaisançoise. Voilà, donc du coup, on l'a dit. J'avais une question sur la deuxième décision 2024-55 qui concerne un droit de préemption sur une maison à usage d'habitation au 1 rue Maubec. Tout simplement, est-ce que vous savez ce que vous aimeriez faire de ce local une fois qu'il sera préempté? Alors, il est préempté, j'ai signé cette Il est année. préempté, d'accord. J'ai signé cette Ouais, oui, semaine. oui, c'est une décision qui a été prise. Okay. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre de regrouper au maximum les services municipaux au plus proche de l'hôtel de ville. Après, quelle sera la destination?
je n'ai pas encore. Voilà, c'est plus pour des services administratifs, D'accord. pour pouvoir regrouper un peu l'ensemble des services qui sont dispersés. Ok. D'autres questions ou d'autres remarques? Oui, Monsieur Berger. J'ai une question sur. Effectivement, je ne sais pas si c'est très utile, mais enfin bon, je l'ouvre quand même. Si, pour l'enregistrement. D'accord. Oui, donc la 224-61, je voudrais savoir quel type de plateau traversant vous aviez prévu pour la RD 82. C'était une passerelle, c'était un pont, c'était. Non, c'est des plateaux traversants, c'est des bosses un peu larges. Ah, c'est ce qu'on appelle les gendarmes couchés, quoi. Oui, en plus large. D'accord. Enfin, plus large D'accord, ok. ou plus long, non. Ouais. Je ne sais pas comment. D'accord, ok. Ce qu'on appelle les plateaux traversants qui sont des fois sur des ronds. Et là, l'idée, c'était d'en faire 2. Bon, on relance assez rapidement le marché, puisque là, il a été infructueux parce que on nous proposait un prix trop cher. Et après, c'est une remarque sur celle d'après, d'avoir encore une fois faire appel à une société extérieure pour faire chef de projet. Je ne peux pas croire que dans nos services techniques, on n'est pas, ou nos services de plaisance, on n'est pas de chef de projet apte à faire ce genre de travaux qui c'est quand même beaucoup très intéressant. C'est pour ça. Je trouve dommage d'encore une fois faire appel à une société extérieure. Alors, il y a des fois, on est capable, et il y a des fois, on n'est pas capable, tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences requises, mais surtout, on n'a pas le temps, c'est-à-dire que il y a très très peu de personnes au service technique qui suivent les travaux. Donc nous, on fait, comme presque toutes les grandes villes, hein, enfin toutes les grandes villes qui n'ont pas des effectifs pléthoriques au service technique, on fait suivre les travaux par des MOA, et ensuite nous on contrôle les MOA. Voilà. Donc c'est vrai que ça paraît, mais en fait le travail, il y a un travail assez important pour suivre l'ensemble des entreprises, puisqu'il faut il faut être là pour suivre, pour répondre à toutes les demandes, et surtout à vérifier que tout est bien fait. Il est clair que les services n'ont pas les moyens en temps de toute façon à faire ça. Moi, j'ai aussi une remarque sur la délibération de la Cour Madame Druot. Oasis. Oui, Madame Druot. Je voulais savoir, enfin, j'imagine que ça a été fait, mais dans quelle mesure les utilisateurs ont été consultés? Les utilisateurs, enseignants, enfants, etc. On parle de quoi? De la Cour Oasis, de l'école Ça n'a pas Rivière. été présenté. Mission de Alors, je laisse la parole à 24-62. Marjorie Pochet pour répondre. Dans le groupe de travail qui a été effectué, des enseignants étaient présents, des représentants des ALAE, des représentants des enfants. Donc, il y avait tous les corps qui étaient représentés. Mais on en a déjà parlé à une réunion précédente, mais peut-être que tu On a n'étais déjà pas là. parlé ici? D'accord. Ou ici ou en souvenir. commission. Ah, Mais j'étais peut-être c'est pas dans possible. la Mais on commission. pourra en parler parce Ouais. qu'on a une vidéo qui présente le travail qui a été réalisé. D'accord. Donc, si vous ne l'avez pas vue, on pourra vous la passer. Elle est peut-être même sur le site, Pierre. Ben, alors, on la mettra peut-être sur le site si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est très, très bien réalisée. Ouais, parce que mon expérience, et puis dans mon entourage, souvent, enfin, parfois, pas souvent, mais les utilisateurs subissent ce genre. C'est pour Alors, ça que je pose la question. C'est Donc, une très bonne important. remarque, et au regard effectivement de l'expérience des enseignants, mais au regard aussi de l'expérience de ceux qui nous ont accompagnés, la place de l'enfant a été priorisée, Alors, et c'est ce que vous pourrez voir dans le film. ok, merci. Un film qui a été réalisé par le CAUE qui nous a accompagnés justement pour faire cette concertation tous azimuts avec tous les intervenants possibles de l'école, et en particulier les enfants. Donc voilà, donc ce film il avait été présenté. Alors Marjorie, il me semble que c'était dans le cadre du COPIL du PEDT, mais j'en suis pas sûr. On l'a présenté dans le cadre du COPIL du PEDT, on l'a représenté aux parents d'élèves lors de la rencontre de juin, et on a dû le présenter en commission aussi. Donc voilà. Mais on ne manquera pas de vous le transmettre. C'est super. Est-ce qu'il y a...
Oui, J'ai encore Madame une Queval. question. Oui, sur la décision 2024-58 concernant le recours en référé contre la SARL Le Teatro pour qu'elle libère le restaurant de Monestier. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous dire où ça en est? Alors, on ne savait pas enfin, on a gagné le référé. On n'était pas sûr à 100% de le gagner, mais on a gagné le référé. Donc, le propriétaire du théâtre est en train d'évacuer les lieux et a priori, à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, il aura évacué complètement et on aura donc, puisque pour ceux qui ont participé à la commission d'occupation de l'espace public, un nouveau repreneur a été sélectionné. C'est officiel ou pas? C'est officiel. Bon, voilà. Oui. Donc, lui, il pourra investir les lieux juste après, quoi, dans le courant de la semaine ou la semaine d'après. Est-ce qu'il y a une dette du coup du théâtre? Pardon? Est-ce qu'il y a une dette, Non, pardon, tout du a été théâtre? payé. Tout a été payé? D'accord. Est-ce qu'on peut savoir qui va prendre la relève? Qui prend le resto? C'est pas encore passé en conseil municipal, mais c'est passé en commission en effet. Mm. Comment? Euh, C'est un nom d'une société. c'est quelqu'un qui a déjà un établissement de Oui, restauration deux. sur Plaisance, deux même. Il a 2 établissements sur C'est Plaisance. qui s'appelle Holding quelque chose. Mais oui, ben, Il a le plaisancier et à côté là, le mince. Bon. Non, à côté de la poste là. ouais, non, je l'ai pas là. Non. Bon. La baraque. Merci Marc. Bon, il connaît bien les restos à côté. Pascal Barbier, par curiosité maintenant sur la délibération 60, c'est la décision donc de la convention avec la clinique vétérinaire. C'est ce qu'on vote en général en conseil municipal tous les ans? Alors, c'est ce qu'on a voté pour une autre clinique qui nous a demandé d'arrêter la convention. Donc du coup, on l'a fait par décision de façon à accélérer les choses pour avoir une clinique vétérinaire qui accepte de recueillir les animaux errants. On était content d'avoir changé, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était un peu trop lourd. Donc on prend acte. Mais c'est moi après. Donc modification du règlement intérieur de la commande publique. Donc c'est passé en commission. Vous l'avez. En commission, il y a eu un document qui a été envoyé par mail avec surlignage de tout ce qui était modifié. Et en fait, ce qui est modifié dans ce règlement intérieur sont les montants plancher plafond. Et je crois qu'on a enlevé une tranche, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, puisqu'on a relevé les montants, du coup, il y avait une tranche qui devenait inutile. Mais sinon, ça ne concerne que les montants pour les différentes, différentes strates. Donc, on part au plus bas avec des devis, et puis après, on passe à différents stades avec des appels d'offres qui passent éventuellement en commission d'achat quand on est en dessous du montant officiel et en commission d'appel d'offres quand on passe au-dessus du plancher ou du plafond, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette délibération? Donc c'est là, s'il y avait quelqu'un qui arrivait là maintenant, il n'aurait pas le droit de voter. Donc c'est bon, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc ensuite, on a le compte rendu annuel d'activité donc de Atria.
qui est le concessionnaire du mobilier urbain ce qu'on appelle les sucettes. Donc vous avez le rapport que vous avez reçu dans l'alias. Donc je vais pas le lire et je vais pas le commenter plus que ça. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce rapport? Alors, on vote quoi là? On vote ou on vote pas d'abord? Ah, approuvé. Donc, je vous demande d'approuver le compte-rendu annuel d'activité de la société Atria. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Là, je laisse la parole à Simone Toribio pour la délibération suivante concernant la centrale d'achat. En rouge, c'est bon? C'est bon. Adhésion de la ville à la centrale d'achat du RSSAH, le réseau des acheteurs hospitaliers, est un groupement d'intérêt public dont l'objectif est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats et de la logistique pour les acteurs intervenant dans le secteur sanitaire, médico-social, social, public et privé non lucratif. Ce réseau dispose d'une centrale d'achat proposant la mise à disposition de plus de 3500 accords cadres ou marchés conclus avec plus de 1000 fournisseurs dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine des services généraux, véhicules, fournitures de bureaux, etc. Des prestations intellectuelles, conseils en ressources humaines, informatique, finances et plus. Ou des systèmes d'information, prestations de télécommunications, matériel ou logiciels informatiques, etc. Le réseau des achats hospitaliers a ouvert l'accès au marché de sa centrale d'achat aux collectivités territoriales agissant à titre principal et secondaire dans le secteur sanitaire, médico-social ou social, départements, régions, communes et métropoles. En adhérant à cette centrale d'achat, la ville de Plaisance-du-Touche pourrait bénéficier de l'optimisation économique des marchés du fait de l'augmentation des volumes d'achat générés par cette centrale, de marchés clés en main prêts à être exécutés, la dispensant de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Tous les achats de cette centrale sont passés selon une procédure formalisée. La ville de Plaisance-du-Touche doit, pour le dernier trimestre 2024, renouveler son marché de prestations de télécommunications composé de 3 lots suivants. Lot 1, téléphonie filaire, raccordement et acheminement, trafic entrant et sortant. Lot 2, téléphonie mobile, usage voix et données. Lot 3, accès Internet et interconnexion de sites. Pour l'ensemble de ces prestations, le réseau des achats hospitaliers a récemment attribué 2 accords cadres à Bouygues Télécom, qui pourraient permettre à la ville de réaliser une économie conséquente par rapport au prix qu'elle obtiendrait en passant son propre marché de prestations de télécommunications. Aussi, afin de bénéficier des accords cadres et marchés, il est proposé d'adhérer à la centrale d'achat du réseau des acheteurs hospitaliers pour un coût annuel de 600 € par année civile. Merci. Est-ce que oui, Madame Keval. Ah, alors, il faut éteindre un micro. Oui, ma question était sur la rédaction de cette délibération qui me semble au conditionnel concernant l'optimisation qu'on pourrait en faire. On dit que ça pourrait permettre de réaliser des économies. Enfin, ce que je me disais, c'est que si on adhère à ce réseau d'achat, est-ce que vous avez quand même fait des projections réelles sur l'intérêt d'adhérer et sur quelles économies on pourrait faire réellement? Ou est-ce que
ou est-ce que c'est juste des suppositions? Alors, interruption de séance, je laisse la parole à Marc Fischer. Oui, a priori, mais de toute manière, nous n'avons pas. Il faut qu'on mette en concurrence pour comparer entre la centrale d'achat et la mise en concurrence. Mais les prix pratiqués actuellement sur les marchés qui sont passés dans ce groupement d'achat, mais qui seront renouvelés, donc l'évolution des coûts, elle est toujours hypothétique. En tout cas, c'est plus intéressant aujourd'hui que ce que nous on a négocié en direct auprès des fournisseurs, ça c'est sûr. Et ça a aussi l'autre avantage que ces thématiques sont relativement des marchés qui sont très complexes à monter, sur lesquels nous on fait appel à des AMO qu'on paye. Or là, on n'a pas besoin de ça. Donc malgré tout, il y a aussi une économie à la fois pour le service c'est moins de temps de travail et moins d'énergie. Parce qu'on a un paquet de points de livraison, alors c'est pas des points de livraison, mais enfin voilà, de lignes à organiser. Et donc c'est déjà une économie en temps de travail et en assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés, en plus déjà de l'économie sur le marché en proprement dit. Florence Queval encore, j'ai juste une demande de précision. Techniquement, là vous dites que ce réseau d'achat a déjà des marchés à proposer sur la téléphonie, l'accès Internet, ils y ont déjà travaillé. Si nous, on a une demande sur sur une autre question, enfin un autre achat X ou Y, est-ce qu'un autre marché, est-ce qu'ils peuvent faire la démarche pour nous uniquement pour Plaisance, ou est-ce qu'il faut se rallier à des domaines sur lesquels ils ont déjà travaillé? Alors, c'est plutôt. Alors, si plusieurs collectivités adhérentes ou institutions adhérentes, ils peuvent travailler sur un marché, mais pas que pour nous. C'est forcément du groupement pour jouer sur les effets de masse. Après, ça s'apparente beaucoup au réseau UGAP, pour ceux qui connaissent un peu, qui est un groupement. C'est exactement le même système, comme l'UGAP. Donc, ils font beaucoup de mise en concurrence. Après, on prend ou pas, si on veut, et on n'est pas obligé, c'est parce qu'on est adhérent, qu'on est obligé de prendre la prestation proposée par ce réseau. Il peut y avoir d'ailleurs, notamment sur la question matérielle, l'UGAP qui propose quelque chose, eux aussi, et nous, on s'est toujours en train de comparer sur le plus pertinent, et même faire de la mise en concurrence directe si on souhaite comparer à 3 voies. En fait, on rentre dans le groupement et on peut ou pas bénéficier des prestations. D'accord. Donc, ils proposent un catalogue de prestations, en fait, et Pareil. on achète ou non, en fait. On choisit ou pas. D'accord, on Voilà. choisit ou pas. Et en D'accord, fait, juste c'est le ticket d'entrée à 600 € pour participer au coût de structure Ok. et donc de ça. d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à Marjorie Pochet. SPL AREC Occitanie, augmentation de capital. La commune de Plaisance du Touche est actionnaire de la SPL AREC. Dans le cadre de leur relation in-house, la région Occitanie a décidé de confier à la SPL AREC Occitanie un contrat de délégation de service public pour la gestion de l'installation et l'exploitation d'ombrières photovoltaïques sur le patrimoine régional. L'exécution de ce contrat de délégation de service public nécessitera d'une part la création d'une filiale exclusivement détenue à 100% par la SPL AREC. D'autre part, un investissement estimé à ce jour à 8 919 000 €. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à une augmentation de capital par la SPL AREC Occitanie. La région Occitanie a approuvé cette augmentation de capital et a décidé d'y participer par la souscription à hauteur de 2 500 010,50 €. Cette augmentation de capital sera représentée au prochain conseil d'administration de la SPL AREC Occitanie. Le capital actuel de la SPL AREC est détenu à 99,94% du capital par la participation de la région. Le projet d'augmentation de capital porte sur un montant de 2 500 010,50 € par l'émission de 161 291 actions nouvelles à 15,50 €. Le capital social de la SPL AREC s'élèvera donc à 44 291 017,50 €. La participation de la région passera alors à 44 266 062,50 €, soit 99,943% du capital total de la SPL AREC Occitanie. La commune de Plaisance du Touche a décidé de ne pas participer à cette augmentation de capital. À l'issue de cette augmentation, la répartition de capital entre les actionnaires s'effectuera comme indiqué dans le tableau annexé.
La procédure d'augmentation de capital aura pour conséquence de modifier les statuts, en particulier les articles portant sur le montant du capital social et la répartition entre les membres. Cette approbation doit prendre la forme d'une délibération préalable du conseil municipal. Il est donc proposé de se prononcer favorablement sur le principe de l'augmentation du capital. Si vous me permettez de ne pas rappeler tous les chiffres. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, hein? Monsieur Berger? Oui, je vous avoue que la cause de l'augmentation, la cause de l'augmentation de capital m'échappe un peu. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'ils prennent une nouvelle compétence. On doit augmenter le capital de cette SPL, d'autant déjà. Je ne vois pas du tout le rapport. Parce que c'est une activité, c'est absolument pas. C'est pas autre chose. Enfin, je ne comprends pas. On le verra dans la délibération suivante. Je peux y répondre partiellement, hein, je peux essayer. En tout cas, je me suis renseignée aussi parce que je trouvais ça complexe. Donc, quand il est nécessaire d'augmenter de capital, c'est qu'on a des acquisitions à faire et donc on est obligé d'avancer sur un capital plus important. Aujourd'hui, la région Occitanie, vous l'avez vu en pourcentage, porte déjà pour beaucoup l'AREC. Les communes ne vont pas s'engager puisqu'il faudrait qu'il y ait un intérêt majeur pour les communes à aller vers l'intérêt de mettre du photovoltaïque sur des bâtiments régionaux que nous n'avons pas, par exemple, à Plaisance. Donc, il est important pour eux d'augmenter ce capital parce qu'ils ont besoin foncièrement de l'augmenter. À nous de le valider puisqu'on est déjà adhérent, mais nous n'impacterons pas la commune de ce changement. Est-ce que c'est plus clair? Je lirai la deuxième partie tout à l'heure aussi. Pascal Barbier, en fait, c'est dans la suite logique de ce qui vient d'être dit. En fait, moi, j'avais cru comprendre que l'augmentation de capital était liée au fait de nos opérations. Or, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus clair maintenant. La SPL AREC a besoin d'augmenter son capital pour son fonctionnement, pour ses investissements, et donc elle nous demande si on veut y participer ou pas. Et elle nous demande l'autorisation d'augmenter son capital. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Val, vous vouliez intervenir? Oui, excusez-moi si je pose des questions bizarres. J'essaie de rester concentrée. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que d'un côté, on dit dans le document, dans la note de synthèse, que la commune de Plaisance a décidé de ne pas participer à cette augmentation de capital. Et tout de suite après, on nous demande de nous prononcer favorablement sur le principe de l'augmentation du capital. Oui. Il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Je vais essayer, Marjorie Pochet, je vais essayer de compléter Alicia. Le fait que nous acceptions que la SPL AREC augmente son capital ne veut pas dire que nous allons prendre des parts en plus à 15,50 €. Donc on restera ce sur quoi nous nous étions engagés par le passé, sans augmenter. Pour autant, on leur dit que nous sommes d'accord, si vous êtes d'accord, pour qu'ils augmentent le capital, exactement. Et donc, indirectement, ça nous est bénéficiaire, normalement. Et en plus, il y a donc une modification des statuts aussi, là, dans ce sens-là. Et donc, on est obligé, puisqu'on est participant, de donner notre aval à la modification des statuts. Merci. D'autres questions ou d'autres remarques? C'est juste une remarque, peut-être. Monsieur Berger. Alors, en fait, l'AREC maintenant va s'occuper, l'AREC, pardon, va s'occuper des ombrières photovoltaïques. Or, nous avons eu un projet d'ombrières photovoltaïques. Marjorie Pochet. En fait, Monsieur Berger, il s'occupe d'ombrières photovoltaïques sur leur propre toit, de bâtiments qui leur appartiennent, régionaux. À ma connaissance, sur Plaisance du Touch, il n'y a pas de bâtiments régionaux. Certes, mais on a fait appel à l'AREC pour la Sabla, et ce n'est pas régional, hein, à ma connaissance. Alors, donc, on a fait appel à l'AREC. Je vais. Alors, juste pour. Ah, pardon. Oh là, oui, Non, mais- alors, Non, désolé, il y a désolé. aussi- on fait une interruption de séance pour laisser la parole à Monsieur Fischer. Vous le verrez dans la délibération suivante, la région a souhaité confier une délégation de service public pour l'exploitation sur les bâtiments régionaux des ombrières photovoltaïques à la REC, dont elle possède 99,9% et des poussières. Pour cela, pour monter cette filiale qui va exploiter cette DSP, il y a besoin de capital. C'est pour ça que la région augmente le capital, pour que la REC puisse investir dans les panneaux photovoltaïques qu'elle déploiera sur le patrimoine régional.
nous sommes aussi adhérents à l'AREC et nous pouvons confier à l'AREC, dans le cadre de la quasi-régie, la mise en place de panneaux photovoltaïques sur notre patrimoine. Nous avons fait le choix, plutôt que de confier en quasi-régie, de mettre en concurrence pour voir qui était le plus mieux-disant dans le patrimoine, et il s'avère que l'AREC a candidaté et a gagné. Donc c'est l'AREC aujourd'hui, par sa filiale ombrière d'Occitanie, qui va déployer les panneaux photovoltaïques sur les parkings communaux. Mais pas par le biais de la quasi-régie, par le biais d'une mise en concurrence, auquel elle est rentrée en concurrence avec les opérateurs privés, et elle a gagné. Voilà. Mais en fait, elle a plusieurs filiales, l'AREC, puisque c'est vraiment c'est une ESPL, une société publique locale, mais c'est un opérateur privé, aussi surprenant que ça puisse être. Non, c'est vraiment le bras armé de la région sur sa politique énergie-climat. C'est assez intéressant au demeurant. Et donc, par contre, elle déploie des filiales en fonction des missions qui lui sont confiées pour bien isoler quels opérateurs interviennent sur quel secteur. Avec plaisir. Faut voir quand même que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça dépend donc d'une collectivité locale qui est le conseil régional et puis des différentes collectivités locales adhérentes. Donc elles sont soumises quand même aux règles des marchés. Alors je sais pas comment on appelle ça, les règles des marchés des collectivités locales et pas. Donc c'est pas l'équivalent complet d'une société complètement privée qui est là pour faire des bénéfices, quoi. Elle est là pour aider l'ensemble des collectivités locales. Elle est soumise au code de la conduite quand elle est en délégation du marché. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, elle doit, en tous les cas, pour tous les projets que nous, on ferait avec eux, elle doit être soumise au marché public exactement comme nous. Et c'est plutôt satisfaisant par rapport à des sociétés qui seraient entièrement privées et qui n'auraient pas exactement les mêmes buts. Voilà. Oui, monsieur Barbier. Pascal Barbier, oui. Même si vous l'avez évoqué légèrement, on est bien d'accord que la modification statutaire ne porte que sur le capital de l'AREC. La création de la filiale, qui en est la cause peut-être, n'apparaît pas dans les statuts. On est bien d'accord, hein, c'est pas... Non, mais la délibération d'après, mais je veux dire, dans le rédigé des statuts, on a une seule modification, c'est le nombre de parts du capital. Non, on est bien d'accord. Ok, d'accord, merci. Par contre, pour créer la filiale, il faudra aussi qu'on délibère. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie et je laisse encore la parole à Marjorie Pochet. SPL AREC Occitanie, création de filiale. La commune de Plaisance-du-Touche est actionnaire de la SPL AREC. Dans le cadre de leur relation in-house, la région Occitanie a décidé de confier à la SPL AREC Occitanie un contrat de délégation de service public pour la gestion de l'installation et l'exploitation d'ombrières photovoltaïques sur le patrimoine régional. L'exécution de ce contrat de délégation de service public nécessite la création d'une filiale exclusivement dédiée, détenue à 100% par la SPL AREC. Cette filiale, constituée sous la forme de société par action simplifiée unipersonnelle, régie par les articles L227.1, L227.20, L244.1, L244.4 du Code du commerce, qui aura comme objet unique l'exécution du contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'installation et l'exploitation d'ombrières photovoltaïques sur le patrimoine régional. L'article L1524-5 du CGCT, qui trouve à s'appliquer à la SPL AREC Occitanie en vertu des dispositions de l'article L1531-1 du même code, prévoit à cet égard que, à peine de nullité, toute prise de participation directe d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une autre société fait préalablement l'objet d'un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration et au conseil de surveillance, en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d'un groupement d'intérêt économique par une société économique mixte locale, pour une société qu'elle contrôle ou par un groupement d'intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur le principe de la création d'une filiale de la SPL AREC Occitanie, exclusivement dédiée à l'exécution du contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'installation et l'exploitation d'ombrières photovoltaïques sur le patrimoine régional, et d'autoriser Madame Marjorie Pochet à voter favorablement à la création de cette filiale dans les instances de la SPL AREC Occitanie. Merci. Est-ce qu'il y a... Alors, Monsieur Berger. j'ai une question encore.
pourquoi créer cette filiale? Pourquoi c'est pas l'AREC Occitanie elle-même qui s'occupe de l'exploitation? Elle peut pas elle peut pas? A priori, ce serait obligatoire. D'accord. Juste si je peux me permettre, j'ai un petit peu étudié la question. Réglementairement parlant, la REC ne peut pas exécuter des délégations de services publics directement. Donc elle est obligée de créer une filiale qui va pouvoir exécuter une délégation de service public. Et voilà pourquoi. C'était Monsieur Barbier. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Oui, Madame Queval. Juste une réflexion. Donc là, il s'agit bien d'une filiale différente de celle qui va intervenir à Plaisance, hein, on est bien d'accord? De celle qui a... Parce que tout à l'heure, on a dit que c'était une filiale de la REC qui avait été Oui, choisie, hein? exactement. C'est une autre On est bien filiale. d'accord, c'est une autre Voilà, tout filiale à fait. qui n'a rien à voir et qui n'interviendra pas sur Plaisance puisqu'on n'a pas de bâtiments régionaux, comme disait Marjorie. Ok, merci. Marjorie Projet, jusqu'à ce qu'on ait un jour des bâtiments régionaux comme un lycée, par Oui. exemple. Oui. Oh, bah, ça sera pratiquement obligatoire, je pense, à l'époque. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour simplifier les choses, on va parler de l'ARAC. Et je laisse la parole à Pierrick Morin. ZAC-La Sabla, garantie d'emprunt contractée par la SPL ARAC Occitanie, aménageur de la ZAC-La Sabla, dans le cadre de la réalisation de cette ZAC. Par délibération en date du 23 mai 2023, le conseil municipal de la ville de Plaisance-de-Touches s'est prononcé favorablement pour l'attribution à la SPL ARAC de la concession d'aménagement en quasi-régie pour la ZAC-La Sabla. Les travaux de remise en état des terrains de la Sabla ont débuté le 13 mai 2024. Ces travaux marquent l'entrée du projet de la Sabla dans une phase plus opérationnelle. La seconde phase des travaux consistera à aménager les terrains en vue de la cession des lots à bâtir dans le futur quartier. Elle démarrera au cours du deuxième semestre 2024. Dans l'optique de financer ces travaux, la SPL ARAC Occitanie, concessionnaire de la ZAC, a engagé des démarches de contractualisation d'un prêt bancaire auprès du Crédit Agricole. L'article 26 de la concession d'aménagement stipule que le concédant pourra accorder par délibération sa garantie au service des intérêts et tout frais y afférents, ainsi qu'au remboursement des emprunts contractés par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération dans la limite édictée par les textes en vigueur. Au regard des dispositions des articles L2252-1 et L2252-5 et 2, D1511-30 et D1511-35 du Code général des collectivités territoriales, les garanties d'emprunt sont assujetties au respect de plusieurs règles prudentielles cumulatives visant à limiter les risques pris par la collectivité. Plafonnement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement. Le montant total des annuités d'emprunt garanties ou cautionnées à échoir au coût de l'exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant des provisions constituées peut couvrir les garanties vient en déduction. La division des risques, le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur ne peut être supérieur à 10% du montant total susceptible d'être garanti. Partage des risques, la quotité maximale subjective d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50%. Un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités. La quotité maximale peut être portée à 80% pour les opérations d'aménagement conduites en application des articles L300 alinéa 1 et L300 alinéa 4 du Code de l'urbanisme. D'où cette délibération. Eu égard au respect de la règle quotité garantie de la loi Galland et afin de permettre à la SPL ARAC Occitanie d'accéder à des conditions d'emprunt favorables pour mener à bien le projet d'aménagement de la ZAC de la Sabla de la ville de Plaisance-de-Touches, il est proposé au conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 80% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 6 millions d'euros, souscrit par la SPL ARAC Occitanie auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse 31, sur la référence GX 0979.
Ce prêt est exclusivement destiné à financer une première tranche d'acquisition de foncier et de travaux d'aménagement de la ZAC Sabla située sur la commune de Plaisance-du-Touche. De préciser les caractéristiques principales du prêt consenti par la Caisse régionale du Crédit Agricole de Toulouse 31. Donc, si vous voulez, je vous lis le prêteur, donc c'est la Caisse régionale. Le montant du prêt, c'est 6 millions, comme je vous l'indiquais. La durée du prêt, c'est 84 mois, dont 24 mois de différé d'amortissement. Le taux d'intérêt, c'est 3,93. Les frais de dossier, 6 000 euros. Le taux effectif global, c'est 3,95. Le taux effectif global en fonction de la périodicité, c'est 0,99%. Les conditions de remboursement, c'est périodicité trimestrielle, nombre d'échéances, 28 jours d'échéance retenu le 5. La date de la première échéance est mise à disposition du fonds de prêt précisé au tableau d'amortissement de prêt. Et la date de la dernière échéance précisée au tableau d'amortissement aussi de ce même prêt. Montant des échéances sans assurance emprunteur, 8 échéances de 58 950 euros, c'est les intérêts, et 19 échéances de 331 906,33 euros pour le capital des intérêts, et une échéance de 331 906,39 euros pour capital et intérêts. Les intérêts sont payables à terme échu. S'agissant d'un prêt à échéance constante, le montant de l'échéance est ici précisé en capital et intérêts. Donc, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui était jointe au document que vous avez reçu, la convention de garantie d'emprunt jointe en annexe, ainsi que tous les documents s'y rapportant, et d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente. Merci. Le maire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Madame Queval. On est bien d'accord que ces 6 millions d'euros vont servir donc à l'achat des terrains de la partie, tout à fait. De la partie Green City. Donc. Je laisse répondre Marc Fischer, la suspension de serment. Ils vont participer au financement général de l'opération, dont l'acquisition des terrains de l'emprise, donc Green, et aussi les terrains qu'on appelle bardés, mais qui est dans le prolongement entre les Roitelets. Le financement de l'opération, il est aujourd'hui assuré de deux manières. Le prêt que la collectivité a assuré en son nom propre, et l'emprunt qui est souscrit aujourd'hui. À terme, les ventes de charges foncières devraient permettre d'équilibrer le bilan de la ZAC, permettre le remboursement à la fois ils vont permettre le remboursement du prêt à la collectivité et du prêt souscrit auprès de la banque. Alors du coup, on est sur quel prix pour la totalité du site? À 6 millions combien? C'était plus de 6 millions en fait au départ. Non, on est à moins de 9 millions. On est à moins de 9 millions pour l'acquisition foncière. Vous l'aviez ça dans le bilan qui était annexé à la concession. Oui. Donc je vais vous Moi, dire. dans mon souvenir, c'était plutôt 6 millions et quelques que 9 millions, non? Non, oui, mais après il y a les travaux à payer. Là, on a commencé la dépollution, oui, tout ça. D'accord, mais là, je parlais juste de l'acquisition. Donc ça, c'est acquisition plus travaux, en fait. Oui, c'est indiqué. Je vous l'ai dit. Oui, Ah. oui, c'est toutes les opérations de la ZAC. D'accord, ok, excusez-moi. C'est une première tranche d'acquisition et puis les travaux d'aménagement. Monsieur Berger. Et les travaux. Non, mais, voilà, ça y est, ça va être bon là. Voilà. Oui, ça veut dire donc que l'achat des terrains s'apparente à une opération d'aménagement. Une opération d'aménagement intègre l'ensemble des dépenses nécessaires, l'acquisition du foncier, les frais de commercialisation, les frais de viabilisation, enfin tout, quoi. Et d'ailleurs, toutes les dépenses qui étaient listées dans le document que je vous projette, parce que j'avais pas vu que je partageais, et qui est le bilan prévisionnel de la ZAC, qui a été annexé au traité de concession que vous avez délibéré il y a quelque temps. J'ai vu la date précise. Donc là, acquisition foncière, on a 5,5 millions pour l'acquisition des terrains, enfin 5,6 millions parce qu'il y a les frais pris en compte de frais pour les terrains Green City, et 1,155 million pour les terrains bardés. Voilà. Alors ça, c'est le bilan prévisionnel, on verra combien ça coûte in fine, hein, mais c'est les sommes qui ont été provisionnées. Voilà. Et après, vous avez aussi les frais de notaire, puisqu'on paye les notaires.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Qui est contre? Donc 8, 7. Ah oui, on n'a toujours pas la... On n'a toujours pas la... 7. Qui s'abstient? Je vous remercie. On en a fini avec la REC et la RAC. Pour aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Florence Fabry. Bonsoir. Demande de subvention à la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne au titre d'une aide exceptionnelle à l'investissement pour les travaux de création d'espaces à la haie du groupe scolaire La Sabla. Il est rappelé le projet de construction du complexe éducatif La Sabla qui sera situé dans la ZAC La Sabla, rue des Mésanges. La construction de ce groupe scolaire comprendra une école maternelle, une école élémentaire, un espace restauration et des espaces à la haie. Le coût des travaux de l'opération est estimé à 7 448 377 € hors taxes, soit 8 938 052 € TTC. Pour la construction des espaces à la haie, la ville peut solliciter une aide à l'investissement au titre du fonds d'investissement de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne. Cette aide peut par ailleurs être majorée lorsque le projet bénéficie d'écolabel et s'élever à 350 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter auprès de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne une aide aussi élevée que possible au titre du fonds d'investissement pour la création des espaces à la haie. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de la Caisse des allocations familiales de Haute-Garonne une subvention aussi élevée que possible, soit 350 000 € au titre du fonds d'investissement pour la construction des espaces à la haie du groupe scolaire La Sabla, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et à accomplir toutes les formalités nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je laisse maintenant la parole à monsieur Pellegrino. Alors, on va rester dans la ZAC de la Sabla. Donc, dans le cadre de la création de la ZAC de la Sabla et de la programmation 2025, la commune doit entreprendre la modification du giratoire existant rue des Roitelets, rue des Hirondelles et rue des Grives. Donc, nous avons sollicité le SDEG pour la rénovation de l'éclairage public au niveau de ce giratoire. L'objectif étant d'assurer la sécurité des usagers et d'augmenter le confort visuel nocturne en améliorant l'uniformité de la lumière. Donc pour cela, il a été décidé de mettre en place des appareils d'éclairage public à LED plus performants, limitant les nuisances lumineuses tout en améliorant le niveau d'éclairement. Donc les candélabres installés autour du giratoire seront des appareils autonomes, ne nécessitant pas de réaliser du génie civil et pour lequel il n'y aura aucune consommation. Donc, compte tenu des règlements applicables au SDEG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit. Donc, la TVA récupérée par le SDEG s'élève à 6 063 €, la participation du SDEG à 15 400 € et la part restant à la charge de la commune s'élève à 17 122 €. Donc, pour un total de 38 585 €. Donc, les travaux sont envisagés fin 2024. Donc, afin de planifier les travaux du SDEG, le SDEG demande à la commune de s'engager sur la participation financière. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur monsieur Berger? Oui, est-ce qu'il est prévu, alors vous dites que de mieux éclairer, c'est bien, mais comme on arrête l'éclairage de 11h à 6h, bon, ça fait une petite marche. Par contre, est-ce qu'il est prévu d'avoir comment on dit ça? Des indicateurs de présence pour un éclairage automatique quand une voiture passe? Non. Parce que ça, on reste sur l'éclairage conventionnel standard. On fait de l'extinction à partir de 23h jusqu'à 5h30, comme partout d'ailleurs. Okay. Et sinon, est-ce qu'il deviendra rond, ce rond-point? Non, il ne va pas devenir rond, au contraire, il va s'allonger un petit peu pour permettre la giration des camions notamment. C'est un ovale point. Monsieur Barbier. C'est un giratoire, Pascal Barbier. Un giratoire ovale, un giratoire. Ça ne s'appelle pas un rond-point, ça s'appelle un giratoire. Mais parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'avais une question ou une confirmation plutôt. Je lis que les candélabres seront des appareils autonomes qui ne nécessitent pas de génie civil, pour lequel il n'y aura pas de consommation. Ça veut dire donc qu'ils seront avec des panneaux solaires pour être photovoltaïques, c'est bien ce que j'ai compris. En revanche, pas de génie civil, c'est-à-dire qu'ils sont simplement posés
si le génie civil, vous avez toujours une platine Quand au même. sol pour que, pour que le lampadaire tienne debout quand même. Ah, j'avais un petit Non, peu peur. Alors je vais préciser, génie civil. Non, mais c'était pour vous taquiner. Bon, c'est très bien d'installer ce type d'équipement. Ça manque d'être fait depuis longtemps. Je ne parle pas de la commune, hein, mais d'une manière générale, partout. Ça fait longtemps qu'on a ces technologies et ça manque dans beaucoup d'endroits. Donc je salue l'effort. Après, augmenter l'éclairage, je ne suis pas si positif que ça. Mais bon, voilà, c'est dont acte. On lutte contre la pollution lumineuse et je trouve que sur les routes, il y a déjà trop d'éclairage quand les candélabres sont allumés. On baisse, enfin, c'est calculé, mais on baisse aujourd'hui l'éclairement. Auparavant, l'éclairement était fort parce qu'il fallait respecter les normes PMR, mais maintenant on le diminue. On le diminue maintenant. Il y a beaucoup de lampadaires qui sont pas plus de 20 watts, hein, en LED. Hein. Madame Queval. Vous avez marqué qu'on augmente. Non, juste puisqu'on parle de ça, juste une réflexion par rapport au fait de ces derniers jours qui se terminent après 23 heures, comme la fête de la musique ou la rue est à nous. Quand on rentre à pied dans la nuit après 23 heures, voilà, je voulais juste dire que c'est pas facile et on n'y voit vraiment rien certains soirs. Et donc, en fait, je me demandais qu'est-ce qui gère ça. Est-ce que les soirs de fête, on peut pas éteindre un peu plus tard pour que les gens qui rentrent chez eux ou cherchent leur voiture? Non, ce sont des réglages qui sont faits. Hein, et puis, on vient de le finir justement hein, sur toute la ville. Donc, on a calé justement cette heure-là. Mais on peut pas, si on voulait décaler, on peut le faire. Hein, mais il faut venir intervenir sur chaque armoire hein, pour reprogrammer la période d'éclairement ou d'extinction. On ne le fera pas. Enfin, on le fera pas, sinon c'est pas possible. Juste un rappel, non. Après, on pourrait recréer le métier hein, de... Comment ça s'appelait? Étouffeur. Oui. Celui qui passait dans chaque candélabre pour éteindre la chandelle. Ou alors après, comme Cendrillon, mais il faut rentrer avant 23h. Voilà. C'est pas minuit, c'est 23h. Plus sérieusement. Ouais, c'était 23h59. C'est 22h57. Et puis un petit peu plus loin, c'est 23h01. Je reviens sur ce qui vient d'être dit par rapport à la difficulté parfois de se déplacer en ville après 23h quand la lumière a été éteinte. On commence à développer de plus en plus des éclairages piétons et cycles déclenchés par les passages, hein, avec des LED qui se déclenchent par les passages, qui sont extrêmement efficaces, puisque l'éclairage ne dure que quelques secondes, le temps que le piéton ou le cycle passe, qui consomme rien, qui ne dérange pas plus que ça l'environnement, et donc c'est vraiment à étudier. Et ça permet justement de réduire considérablement la quantité d'éclairage qu'on envoie sur les routes, qui encore une fois, j'insiste, est largement surdimensionnée par rapport aux besoins. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je laisse la parole maintenant à Monsieur Pierrick Morin. Convention de servitude avec la société Enedis concernant une parcelle AO67, 6 rue des Landes. Dans le cadre d'une mise en conformité d'ouvrage, la société Enedis doit procéder au déplacement d'un poteau béton armé situé sur la parcelle appartenant à la commune cadastrée AO76 au niveau de l'extension du cimetière rue des Landes. Vous avez le plan en annexe de la convention. S'agissant du déplacement d'un poteau de quelques mètres, aucune contrepartie n'est prévue lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 8 de la Convention. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette dite convention de servitude avec la société Enedis. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je donne à nouveau la parole à Monsieur Pellegrino. Donc, cette délibération concerne l'approbation de la convention d'occupation temporaire du domaine public
au bénéfice de la société Cellnex France SAS, permettant l'accueil et l'exploitation d'équipements techniques de communication, et notamment l'abrogation de la délibération numéro 2322 du 12 décembre 2023. Je vais résumer. En fait, le conseil municipal, réuni le 12 décembre 2023, a autorisé la dite convention par délibération numéro 2322. Toutefois, donc, cette dernière n'a jamais été régularisée, compte tenu des nouvelles discussions engagées par la société Cellnex, notamment sur les conditions de renouvellement de cette dernière. Donc, les modalités de résiliation en cas de défaillance contractuelle ainsi que l'accueil d'opérations techniques supplémentaires sur les équipements présents. Donc, dès lors, il convient d'abroger la délibération susvisée et d'approuver les nouvelles conditions qui sont les suivantes. Cellnex France est autorisé à accueillir sur les emplacements mis à sa disposition au titre de la Convention les équipements techniques de tous les opérateurs de communication électronique ou audiovisuelle supplémentaires dont les modalités d'accueil technique auront été préalablement validées par le contractant par l'envoi d'un dossier technique par Cellnex France. En réception de ce dossier, le contractant dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. À défaut, la réponse du contractant, dans le délai de 1 mois, Cellnex France réalisera les travaux d'aménagement tels que décrits dans le descriptif subvisé. La convention sera conclue pour une durée de 12 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, donc 24 mois avant l'arrivée de ce terme. Les parties se rencontreront afin de définir les conditions d'un renouvellement éventuel de la convention. La convention pourra être résiliée à l'initiative du contractant en cas de non-paiement des redevances aux échéances après mise en demeure adressée et rester sans effet pendant un délai de 2 mois à compter de la date de sa réception. Donc ceci ne figurait pas dans la première convention, c'est pour ça qu'on l'a rajouté, on l'a précisé. Donc en outre, il est également rappelé que le montant de la redevance annuelle est fixé à la somme de 9 990 €. À cette redevance s'ajoutera une redevance annuelle complémentaire de 2 500 € à compter de l'accueil d'un second opérateur de communication électronique ou audiovisuelle sur l'emplacement loué. La redevance sera indexée de 1% au 1er janvier de chaque année à compter de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la convention. Donc ainsi, il est proposé au conseil municipal d'abroger dans un premier temps la délibération 2322 en date du 12 décembre 2023 et d'approuver la convention et ses annexes définissant donc pour une durée de 12 ans renouvelable par reconduction expresse des conditions d'occupation du domaine public sur une emprise au sol d'environ 48 mètres carrés. Au départ, elle était de 51 mètres carrés, donc ils l'ont réduit à 48 mètres carrés, donc issu d'une parcelle de plus grande contenance cadastrée, section AO, numéro 67P, 6 rue des Landes, à proximité de la piste du roller, et de prendre donc acte du montant annuel de la redevance au titre de cette occupation de sol fixée à la somme de 9 999 € avec indexation annuelle de 1% à compter du 1er janvier à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la convention, et de prendre acte du montant de la redevance annuelle complémentaire arrêtée à la somme de 2 500 € à compter de l'accueil du second opérateur de communication électronique ou audiovisuelle sur l'emplacement loué. Et enfin, d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et ses annexes, afin que l'ensemble des documents afférents à sa mise en œuvre. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Monsieur Barbier. Il faudrait que vous éteigniez vos... Merci. Ouais, il me semblait que dans l'ancienne convention, on avait déjà cette disposition qui demandait à l'opérateur de demander, au cas où on change d'équipement ou on change de société installée, enfin d'opérateur installé, qu'ils nous préviennent et qu'on donne notre autorisation. Je croyais qu'on l'avait déjà prévu dans l'ancienne convention. On n'avait pas été assez précis. En fait, si vous voulez, ce qui nous a fait réécrire cette convention, c'était surtout le fait que s'ils ne payent pas, nous, on voudrait être capable de pouvoir leur demander de sortir dans un délai de 2 mois. Et ça, ce n'était pas spécifié dans la première convention. Et c'est quand même essentiel. Ah oui, tout à fait. Et je peux vous dire que bon, on a un petit peu bagarré avec Cellnex pour arriver à faire à ce qu'on mette cette clause-là. D'accord, ok. Ah, c'est cette partie-là qui manquait dans la première. Surtout cette partie-là. D'accord, ok. Puisqu'après, rien n'a changé. D'accord. À part qu'ils ont réduit de 3 mètres carrés leur emprise, quelques bêtises. Ouais, donc du coup, on a d'ailleurs une redevance au mètre carré qui a augmenté de manière phénoménale. Et pourtant, c'est les sols.
Qui a d'autres questions ou d'autres remarques? Qui est contre? Ah, Madame Queval. Je veux juste dire que pour en avoir discuté avec les habitants du quartier qui pensent qu'ils vont vraiment être très impactés par ce projet, donc personnellement, moi, je voterai contre du coup. Voilà, il s'agit de l'antenne qui va être mise au niveau du roller. On ne parle pas de Jean-Jacques pardon. Rousseau, là. Hein. C'est rue des Voilà, Landes. je fatigue là. Hein, heureusement, c'est bientôt les vacances. D'accord. Voilà. Ça, c'est celle du roller. OK. Le deuxième roller. Qui sont déjà en place. Oui, d'accord. OK. Excusez-moi. J'étais persuadée que c'était celle du. C'est pas grave. Et je l'ai lu, hein, pourtant. Non, mais Donc, c'est pas grave. Non, mais c'est la fin de l'année, ne vous inquiétez Je pas. fatigue un peu. On est tous dans cet état-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Création de postes d'agents contractuels saisonniers pour l'été 2024. Donc, comme vous voulez, je peux les lire, mais je pense que ce n'est pas inutile. Il y en a pour les services municipaux, pour la piscine, et donc c'est bien, des emplois saisonniers donc, pour cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Ah, monsieur Berger. J'ai une question. Il y a 2 postes où vous avez précisé la qualification, puisque c'est les maîtres nageurs. Les autres, il n'y a pas de qualification, c'est que il n'y a pas de compétences notoires à avoir. Je vais laisser répondre monsieur Fischer, donc avec une interruption de séance. Il n'y a pas de diplôme ou de certification particulière, non. C'est des jeunes qu'on embauche pour remplacer les équipes à l'accueil de la mairie, à l'accueil du service technique, enfin voilà. Donc il n'y a pas de. Pour aller tondre. Voilà, voilà. Pour aider les femmes de ménage et les hommes de ménage, même s'il y en a très peu dans les écoles, pour monter les chaises, pour sortir pour faire le grand ménage des écoles, enfin voilà, c'est. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pour d'autres tenir remarques, les monsieur bureaux Barbier? de vote aux prochaines élections. Tenir les bureaux de vote aux prochaines élections. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions qui concernent la délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Modification du tableau des emplois, donc création de postes. Donc, il s'agit donc d'un poste au... Là, il s'agit des 2 postes. Oui, assistant d'enseignement. Ah, voilà, c'est ça. Je ne le voyais pas dans la délit. Ah, voilà, deuxième. Voilà. Il est proposé de créer un poste d'assistant d'enseignant artistique à temps non complet ainsi qu'un poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est pour les besoins des services quand il y a des réussites à des concours ou des embauches sur des postes dont on n'a pas les qualifications. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Monsieur Berger. Oui, l'assistant d'enseignement artistique, c'est en lien avec la création de l'activité, la nouvelle activité mixte musique-danse qu'on a... Marc me dit que c'est un prof de guitare. Ah d'accord, donc c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Recours au contrat d'apprentissage. Donc, chaque fois qu'on embauche des apprentis, il faut que ça passe en conseil municipal. Donc là, vous voyez qu'il y en a donc 3. Une auxiliaire de puériculture, un agent des espaces verts et les 2 agents des espaces verts. Donc, voilà. Donc, c'est pour créer, enfin pour accepter que l'on prenne ces contrats, enfin ces apprentis. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? L'un des 2. Bonsoir à tous. Il y a toujours des aides d'État pour les apprentis ou pas? Alors je laisse la réponse à monsieur Fischer.
Alors, dans la fonction publique territoriale, c'est le CNFPT qui les cofinance. Mais nous, on est des pôles apprentis, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc ensuite, actualisation des frais de déplacement. Donc c'est une... Que tu vas lire exhaustif. oui, je vous propose d'éviter de lire les 2, 4, 5 pages et demie. Avec les centimes. Donc, mais comme je suis persuadé que tout le monde l'a lu de façon très très attentive, vous vous êtes rendu compte qu'on a changé des montants. Oui, c'est là. Voilà. Ben oui. Ouais. C'est rare que ça baisse, hein. Mais on ne sait jamais. Donc, est-ce que... Ah, c'est ceux-là, oui. Regardez, c'est ceux pour les missions. Les admissions, oui. Donc, Paris Intramuros 140 €, commune du Grand Paris 120 €, commune de plus de 200 000 habitants 120 € et les autres communes 90 €. Ben, il y a des gens qui vont faire des concours ou des formations, ouais. Y compris dans Intramuros. Des salons, par exemple. Ah, des salons aussi, oui. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette modification? Monsieur Van Dijk. Oui, rassurez-moi, la note de service, elle est plus synthétique et concise, non? Enfin, j'imagine que... Oui, il y en a plusieurs, du coup. Mais après, c'est l'objet, c'est intégré au règlement intérieur, parce que ça reprend ça, et donc ça fait l'explication par le service RH pour rendre lisible et intelligible ces éléments pour tous les agents. Juste une remarque, ces pages-là sont passées en commission, pas ce coup-ci, mais le coup d'avant. C'était qu'on n'en avait pas parlé au dernier conseil municipal? Ce genre de truc. Non? C'est pas tout à fait la même? Ah, d'accord. Oui, voilà. Oui. Non, c'est une autre. C'était pas sur les frais, c'était sur les autorisations d'absence. Ouais. Où on a ajouté des jours pour les trajets en particulier. Et la modification du financement des concours. Et oui, ici, il y avait quand même de l'argent, puisque c'était par rapport au financement des concours, puisque on dit qu'il n'y a qu'un seul concours, mais en fait, il y a un oral et un écrit. Enfin, il y a un écrit et éventuellement un oral. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voulez prendre le temps de lire l'ensemble de la note avant de voter ou... Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Modification de la participation financière à la protection sociale complémentaire des agents. Donc la protection sociale complémentaire des agents, c'est quand ils ont des arrêts maladie assez longs et qui se retrouvent à demi-traitement, voire sans traitement. Et donc ils ont une assurance qui s'appelle donc la protection sociale complémentaire des agents. Et donc l'idée, c'est de passer la participation financière de la commune de 10 à 15 €. C'est pareil, c'est une augmentation de cette participation. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération? Après, c'est encore moi. Ah non, il y aura Marjorie quand même. Ah oui, je fais voter, oui. Qui est contre? Enfin, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci de m'avoir... on en est à la modification des statuts du GOT, donc pour la prise de compétences, installation et entretien des abribus, et à compter du 1er janvier 2025, des compétences eau potable, eau pluviale et assainissement. Donc, il y a une modification des statuts qui est nécessaire, et donc il faut qu'on vote. Quelques compléments. Donc les abribus, c'est suite à la prise de compétence de la mobilité, en particulier de transport en commun et l'adhésion à TCO, puisqu'il va y avoir des nouvelles
lignes tissées sur le territoire, certains des abribus devront être construits par la communauté de communes, donc par le Grand Ouest toulousain. Et donc, il faut prendre une compétence particulière pour les abribus, puisque ce n'était pas compris dans la mobilité et dans les transports en commun. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Bon, après l'eau, on en a pas mal parlé, je crois. On en a parlé au GOT, ouais. Donc l'eau, alors, pourquoi est-ce qu'on prend au 1er janvier 2025 les compétences eau potable, eau pluviale et assainissement? C'est parce que dans le cadre d'une communauté d'agglomération, ce sont des compétences obligatoires. Or, on va passer le seuil des 50 000 habitants. Donc, on aura la possibilité d'être en communauté d'agglomération. Et donc, on s'y prépare en prenant les compétences qui vont bien. Voilà. Bon, j'ai dit autre chose? Je ne sais pas. Oui, c'est le Grand Ouest toulousain qui prend la compétence. Oui. Et pour être communauté d'agglomération, pour pouvoir ça sera c'est la deuxième condition qu'on ne remplissait pas pour l'instant pour être communauté d'agglomération, et donc on va normalement remplir toutes les conditions et on pourra passer Grand Ouest toulousain communauté d'agglomération. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? Monsieur Berger, oui, il est toujours plus rapide que tout le monde. Oui, du coup, est-ce que vous avez fait l'état des lieux de la gestion des eaux pluviales, potables et assainissement de toutes les communes pour voir l'étendue, entre guillemets, des dégâts puisque le GOT prend la compétence, il va y avoir une certaine homogénéisation à faire. Suspension de séance, je laisse la parole à Marc Fischer parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites et il va vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait par rapport à ça. La communauté de communes a mis en place un groupe de travail qui associe syndicats, gestionnaires et les communes membres pour mettre à place cette démarche. Elle est en train aujourd'hui de consulter pour prendre un bureau d'études pour l'accompagner dans le travail et l'audit de l'ensemble et l'établissement des schémas directeurs de convergence de l'ensemble des réseaux, mais c'est assez peu structurant sur le territoire puisque beaucoup des compétences eau potable et assainissement sont gérées par des syndicats, notamment le réseau 31 pour le plus important, et M. Pellegrino on pourra en parler mieux que moi. Et donc en fait on passe sur un mécanisme de représentation-substitution, où la seule différence qui va se poser pour les habitants, c'est qu'au lieu que la commune envoie des représentants auprès de réseau 31, ce sera la communauté de communes qui enverra des représentants auprès des réseau 31. Les schémas réseau 31 et les autres syndicats font très bien leur travail, donc on a déjà des schémas directeurs, des audits, des diagnostics de réseau qui sont en place. Sur la compétence pluviale, pour le coup c'est un peu moins vrai. Plaisance a fait son schéma directeur et connaît bien son réseau et a investi dedans. Les autres communes c'est moins vrai, mais la gestion des eaux pluviales c'est quand même Plaisance qui est le plus à risque au regard de la configuration géographique de son territoire. Monsieur Barbier. Oui, donc du coup, je vais reprendre ce que je disais en communauté de communes. Alors déjà, première chose, une information, je ne sais pas si c'est lié, mais en ce moment, le réseau 31 est en train de changer les compteurs sur la commune, de pas mal de gens. Voilà, ils mettent des... Non, mais c'était prévu, mais enfin, c'est concomitant, quoi. Voilà. Et chez moi, d'ailleurs, ils l'ont posé à l'envers, ce qui fait que ça fait je sais pas combien de temps que je suis passé de 0 à 9999 mètres cubes de consommation. Bon, ça, c'était pour la petite histoire. Du coup, non, moi, ce que je voulais dire, c'est que, contrairement à ce que vous avez dit, il ne me semblait pas que c'était nécessaire de transférer la compétence eau pluviale, eau potable et assainissement à la communauté de communes avant de passer en communauté d'agglo. Il me semblait que on passe en communauté d'agglo sur un certain nombre de critères, mais celui-ci, je ne me souviens pas de l'avoir vu parmi les critères. Après, on est obligé, effectivement, de transférer la compétence si on passe en communauté d'agglo. Mais bon, voilà, c'était juste une question d'ordre des choses. D'accord, c'est l'anticipation. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et donc je passe la parole à Marjorie Pochet.
Merci. Approbation de la Convention territoriale globale. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération numéro 2020-026 en date du 5 mars 2020, la communauté de communes a engagé avec la CAF une démarche partenariale aboutissant à la signature de la première Convention territoriale globale pour la période 2020-2023. Il précise que la communauté de communes a fait partie des premières collectivités du département à conclure un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale par la signature d'une CTG. Cette convention d'une durée de 5 ans vise à travers la mise en place d'un partenariat à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants sur tous les champs d'intervention mobilisés par la CAF, soit la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, le handicap, le logement, l'accompagnement social et l'inclusion numérique. À la suite d'un travail de diagnostic et de détermination, des actions stratégiques menées depuis juin 2023 avec différents partenaires impliqués sur le territoire, la CAF de Haute-Garonne, la communauté de communes du Grand Ouest toulousain et chaque bassin de vie, dont la ville de Plaisance du Touche fait partie, ont pour projet de signer une convention territoriale globale pour la période 2024-2028. La CTG, cadre politique d'une durée de 5 ans désormais, est avant tout une démarche partenariale qui a pour objet de synthétiser les compétences partagées entre la CAF et la collectivité locale, en associant autant que possible les partenaires intervenant sur le territoire de Plaisance du Touche ou susceptibles d'apporter une réponse aux problématiques repérées ensemble. Il s'agit de déterminer collectivement le projet social de Plaisance du Touche, projet de territoire qui promeut une dynamique de développement, de transformation et de progrès dans lequel chaque acteur se reconnaît et peut trouver sa place. Cela permet notamment de définir des orientations et objectifs partagés dans le cadre d'un plan d'action, de renforcer la coopération et la gouvernance partenariale, de faciliter la mobilisation efficiente des fonds publics et éviter les doublons d'intervention, de rationaliser les instances partenariales existantes et d'améliorer le fonctionnement et planifier le développement des services sur les territoires sur une période pluriannuelle. Cela contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions menées sur le territoire en direction des habitants, en optimisant les ressources du territoire. Les grands axes définis collectivement par la ville de Plaisance du Touche sont les suivants. Organiser la gouvernance, élargir le pilotage coopératif, impliquer tous les publics, répondre aux problématiques sociales du territoire et repenser l'offre des services au regard des parcours des habitants et de leurs besoins. Il est précisé que le diagnostic partagé et la définition des orientations ont été élaborés et co-construits lors de différents temps de travail avec les partenaires du territoire. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention territoriale et permettre à monsieur le maire de signer les documents liés. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, avant de passer aux questions diverses que vous avez proposées, je profite du conseil municipal pour rappeler les 2 prochaines réunions. Donc, une qui est demain, mercredi 3 juin, à 18h. Je ne l'ai pas marqué, mais je crois que c'est 18h. J'ai dit quoi? Ah oui, j'ai écrit juin, là. Donc, juillet, oui. Ah, on est bientôt en vacances. Pardon? Non, mais c'est bien. Donc c'est bien le mercredi 3 juillet. Donc c'est une réunion de concertation de la Sabla qui a lieu justement pas très loin du giratoire. Donc l'accès par la rue des Roitelets. Donc c'est une réunion qui va présenter le projet, mais surtout l'état d'avancement et les prochaines étapes. Sachant qu'on prévoit déjà une autre réunion en septembre. Donc là, demain, il y aura des ateliers aussi. Et puis mercredi 10 juillet, donc la réunion de présentation et de synthèse de la concertation Plaisance 2035 avec le focus sur le centre-ville. Donc je sais que certains parmi vous ont participé à Plaisance 2035, mais là je m'adresse à l'ensemble de la population qui nous suit sur Internet, très 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 nombreuses, je n'en doute pas, pour qu'ils viennent également aussi le mercredi prochain, donc le 10 juillet, à l'Onyx, à la salle des fêtes, à l'Onyx, à 18h30 à l'Onyx, mercredi 10 juillet. Demain c'est 18h. Et
mercredi 10 juillet. Donc c'est l'aboutissement en quelque sorte de la concertation, ce qu'on a appelé Plaisance 2035, avec le focus sur le centre-ville. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à vos questions et je vous laisse la parole. Oui. Donc, Florence Queval, je vous lis la première qui concerne le transformateur électrique de la rue André Roanne. Dans le quartier des rues André Roanne, des Glycines et Jean Mermoz, un vieux transformateur électrique reconditionné par Enedis rend impossible la vie des habitants qui souffrent du bruit constant émis par cet appareil obsolète, mais également d'insupportables vibrations qui reviennent par vagues successives. J'ai changé un petit peu les chiffres parce que j'ai actualisé par rapport à ce que je vous ai envoyé. 13 habitants du quartier et 10 patients d'un cabinet de sophrologie qui a dû fermer à cause des désagréments du transformateur ont adressé à la mairie une pétition afin que, monsieur le maire, vous demandiez à Enedis le remplacement du transformateur. Je rajoute qu'une de nos concitoyennes est tombée malade et présente de graves soucis de santé dont la cause avérée est ce transformateur. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les solutions proposées par Enedis ont été insatisfaisantes et des mesures réalisées par un huissier à l'intérieur de l'habitation la plus proche ont montré que le niveau de bruit était bien supérieur à ce qui est autorisé par la loi. Sollicitée par ses plaisançois, la société Enedis répond aujourd'hui que la balle est dans le camp de la mairie, à qui incombe de la saisir pour qu'elle installe un transformateur neuf silencieux. Qu'avez-vous prévu de faire pour que cet enfer cesse pour nos concitoyens ? Je vais laisser la parole à Joseph Pellegrino. Je vais repréciser le contexte de cette situation, donc qui n'est pas nouvelle, et vous expliquer que la commune fait le maximum pour régler ce problème. Depuis 2020, il y a des échanges entre les administrés de la rue André Roanne et Enedis qui se plaignent donc de nuisances sonores du transformateur à proximité de leur domicile. Le 20 janvier 2022, la commune a adressé un courrier à Enedis pour lui signifier que malgré les travaux effectués sur le transformateur, c'est-à-dire le changement du transformateur et les installations de silent bloc, les administrés constatent toujours des nuisances sonores. Le 16 février 2022, Enedis a répondu à notre courrier et nous a indiqué que le 11 septembre 2020, suite à la réclamation du FC Que Choisir pour le compte de l'administré, un agent d'Enedis s'est rendu au domicile de ces derniers et a effectué des mesures et n'ont pas donc montré d'anomalie majeure. Ils ont mesuré donc 60 décibels au niveau de l'entrée du poste. Néanmoins, dans un but d'apaisement, Enedis a procédé au changement du transformateur avec installation de silent bloc pour atténuer le bruit. Et suite à ces travaux effectués le 19 octobre 2020, ils ont constaté donc une atténuation du bruit à 53 décibels. Le 27 octobre 2022, l'administré revient une nouvelle fois vers Enedis et se plaint d'une nuisance sonore encore plus élevée. Donc l'agent d'Enedis s'est rendu à nouveau sur place et a constaté donc qu'un mur de clôture avait été érigé à une quinzaine de centimètres de la grille de ventilation du transformateur. Et il est important de noter que de ce mur peut accentuer le bruit par effet de résonance et par ailleurs peut empêcher la ventilation de s'effectuer correctement. Donc Enedis précise entre autres dans ce courrier que un transformateur génère du bruit et que ce dernier donc, ne peut être jamais totalement supprimé. Donc, en début de l'année 2024, nous avons été contactés à nouveau par l'administré qui se plaint toujours du bruit du transformateur à proximité de chez lui. Le 19 janvier 2024, monsieur le maire et moi-même donc, avons reçu le directeur technique territorial de la Haute-Garonne et l'interlocutrice privilégiée des collectivités territoriales pour leur faire part à nouveau de ce problème. Donc, à la suite de cette réunion, nous sommes rendus sur place pour faire un point avec l'administré sur ce sujet. Nous l'avons rencontré sur place. Donc, Enedis a dit à ce moment à l'administré que le transformateur et les silent blocs avaient été changés donc, pour réduire le bruit et les vibrations. Donc, cependant, nous avons convenu ce jour-là avec Enedis qu'il prendrait rendez-vous avec l'administré pour faire des mesures de bruit et de vibration à l'intérieur de son habitation, pour avoir donc des éléments factuels. Le 22 mars 2024, l'administré m'a à nouveau contacté pour me dire qu'ils n'avaient aucune nouvelle d'Enedis. Le 27 mars 2024, donc j'ai demandé à Enedis s'ils avaient pris contact avec l'administré, s'ils avaient fait les mesures qu'ils avaient prévues.
Pas de réponse. Donc, le 6 mai 2024, j'ai à nouveau convoqué et reçu Enedis avec les services techniques pour faire un point avec eux, pour savoir ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils comptaient faire. Suite à cette réunion, donc le lendemain, le 7 mai, donc j'ai reçu un message d'Enedis qui m'indiquait qu'ils avaient demandé au cabinet ATEA Environnement un chiffrage pour envisager des mesures par un spécialiste. Le cabinet ATEA Environnement, c'est un bureau d'études propre donc, à traiter les nuisances à l'environnement et plus particulièrement donc, dans le domaine de l'acoustique. Donc, le 20 juin 2024, j'ai à nouveau relancé Enedis. Donc, j'ai eu donc l'interlocuteur privilégié qui m'a répondu que effectivement, donc ils avaient mandaté ATEA donc pour aller se rendre sur place, donc rencontrer d'abord l'administré et pouvoir faire des mesures donc à l'intérieur de son habitation, donc d'un point de vue sonore et acoustique. Donc, j'espère qu'on va enfin y arriver. Alors, donc, vous pouvez donc le constater, donc bien que la commune n'ait aucune compétence en la matière, puisque les infrastructures électriques sont de la propriété d'Enedis, que nous suivons le dossier. Bon, ensuite, vous parlez de mesures faites par un huissier. Dans ce qui me concerne, moi, je n'en ai pas eu connaissance, donc peut-être que ces mesures ont été envoyées directement chez Enedis. Alors, ensuite, vous dites également donc, que Enedis a répondu que la balle était dans le camp de la mairie et qu'il nous incombait de les saisir pour qu'ils installent un transformateur neuf. Donc, là encore, nous n'avons aucune information, donc un mail ou lettre qui reporte ce que vous dites, sachant que par ailleurs, donc, ils ont indiqué déjà avoir changé le transformateur. Et je pense que si ça avait été le cas, comme on se voit régulièrement et qu'on se téléphone régulièrement, s'il suffisait que nous, mairie, on fasse un courrier pour demander à changer le transformateur, nous l'aurions fait. Donc voilà. Donc ceci dit, dans ce type de problème, nous, communes, nous allons donc continuer à insister donc, auprès d'Enedis pour qu'ils fassent les mesures de bruit et de vibration pour avoir en fait des éléments factuels pour pouvoir les comparer aux normes en vigueur et ne pas rester donc sur des éléments donc subjectifs. Voilà, j'espère que prochainement, on pourra vous en donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Florence Queval, donc c'est très louable que Enedis veuille faire des mesures de bruit, mais mesure ou pas mesure, ces personnes ne supportent plus ce bruit et ces vibrations. Et la maison la plus proche n'est pas, c'est pas les seuls. Il y a tout le quartier souffre de ce transformateur qui, on a vu des photos. C'est vrai que ça a l'air d'être un appareil d'après-guerre. Hein. Donc, moi, je me pose la question de savoir, à Birazel, on vient de nous mettre un transformateur tout neuf. Ça s'installe en une journée, une fois que le terrain a été aplani. Non, ça s'installe. Après, il faut quand même relier. Hein, mais je veux dire, c'est en une semaine, 10 jours, les travaux étaient faits. Et je ne comprends pas pourquoi dans ce quartier, on ne peut pas installer un transformateur neuf qui ferait moins de bruit. Parce que les silent blocks, moi je veux bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits bouts de caoutchouc qu'on a mis sous les pieds du transformateur. Enfin, c'est quand même un peu bricolage. Et ces personnes, voilà, ils se demandent, ils ont beaucoup investi dans leur maison parce qu'avant de comprendre que c'était le transformateur, ils ont tout isolé. Ils ont tout refait, ils ont refait toute leur électricité pensant que ça venait de chez eux. Donc, ils ont dépensé énormément d'argent dans cette maison et ils se disent on n'a pas envie de devoir partir. Mais cette dame, elle est malade à cause de ça. Et il y a des médecins experts qui ont reconnu que c'était à cause de ce bruit incessant. Elle a dû fermer son cabinet de sophrologie parce que ses patients n'arrivaient pas à se concentrer parce qu'il y avait ce vrombissement permanent. Donc ça gêne vraiment la population. Donc moi je veux bien qu'on fasse encore des mesures, mais mesures ou pas mesures, de toute façon eux ils supportent plus. Donc est-ce qu'on peut pas... Alors, je sais que ce n'est pas de la compétence de la mairie, hein, je ne vous fais aucun reproche, mais je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution avec Enedis pour qu'ils changent ce transformateur, qu'ils mettent quelque chose de neuf? Alors, le transformateur, comme je l'ai dit, il a été changé le 19 octobre 2020. Oui, mais ils ont mis un vieux transformateur. Non, ce n'est pas un vieux transformateur, c'est des transformateurs qui sont remis en état. Oui. Aujourd'hui, Enedis, quand ils changent des transformateurs, ils ne mettent pas systématiquement des transformateurs neufs. C'est un refurbishing qu'on dit, mais ils sont
ils sont de qualité d'un transformateur neuf. N'empêche qu'ils ont mis des silent ensuite, blocks parce que ça vibrait non, trop. mais Donc, les silent blocs, on les change parce qu'à un moment donné, ils se raidissent, etc. Ils font plus leur fonction. Donc, ils ont mis des silent blocs tout neufs. Bon, ça, c'est je une crois qu'il n'y chose. en avait pas au départ. Ils sont passés, il y en a toujours. On met jamais un transformateur sur du béton, on le met toujours sur du silent bloc. D'accord. On passe, donc, et d'ailleurs, le bruit a été Non, parce que Enedis a dit qu'ils avaient amélioré la situation en mettant des silent blocks. Donc, s'ils y étaient changé les déjà, silent blocs. Ils ont changé le transformateur et mis de nouveaux silent blocs. Donc, ils sont partis de 63 décibels, ils sont passés à 53. Après, vous dites que c'est un bâtiment d'après-guerre, mais c'est pas du tout ça. Il est enfermé dans un habitacle, le transformateur. Vous n'avez pas vu le transformateur? Ici, on a vu des photos. De l'intérieur, le transformateur? Bien sûr. Bon. Ouais. Oui, quand je ne parle pas de la porte rouillée. Après, moi, je sais que j'ai été sur place, comme vous peut-être, etc. Oui. Mais l'appréciation du bruit ou des vibrations, elle est que subjective. Moi, je ne prendrai pas part là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai insisté auprès d'Enedis, parce qu'il faut vraiment qu'on ait des éléments factuels. Il faut faire des mesures. Et je pense qu'on est arrivé en fait à avoir d'Enedis qui mandate donc ce bureau de contrôle qui est tout à fait indépendant, et ça ils me l'ont bien précisé. Donc de toute façon, c'est ATEA, donc regardez bien qu'est-ce que c'est que ce bureau. Il est vraiment, c'est vraiment des spécialistes ATEA, environnement. Donc j'espère qu'on aura des mesures. Mais pour les comparer à ce qui est acceptable ou pas acceptable, ou ce qui est la norme, tout simplement. Imaginons que ATEA nous conclut que le bruit est acceptable légalement. Je ne sais pas, madame. Non, mais je fais une supposition. Ça va rien changer pour la vie de ces personnes. Donc, ils ont déjà fait passer un huissier qui est assermenté et qui a fait des mesures. Je ne sais pas, moi, l'huissier. Non, mais. C'est celui qui constate l'huissier. Si, un huissier est assermenté, ils ont fait passer cet huissier a fait des mesures avec un matériel agréé, et ils ont trouvé que par rapport au niveau de bruit c'est une bonne chose. Je pense qu'ils communiqueront à Enedis, qu'ils pourront faire des comparaisons avec ce que feront ATEA. Je ne sais pas. Oui. Moi, je voudrais juste intervenir pour dire quand même que le monsieur, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais... On n'a pas à dire ça, moi je ne dis pas. Je l'ai reçu un certain nombre de fois en permanence, depuis 2020, effectivement. C'est suite à l'ensemble de ces rendez-vous qu'on a écrit à Enedis, tous ces courriers qui ont été énumérés par Joseph Pellegrino. Je déplore comme vous la qualité de vie qui est mauvaise, qui est impactée apparemment par ce transformateur. Il se trouve d'abord on n'est pas les propriétaires du transformateur, on n'est pas Enedis, et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est demander à Enedis de faire le maximum par rapport à ça. C'est ce qu'on a fait, mais on ne peut pas leur dicter. En l'occurrence, quand vous dites Enedis demande à ce que la mairie dise qu'il faut installer un transformateur neuf et silencieux, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'attirer l'attention d'Enedis sur le fait que il y a des bruits, que ces bruits ils ont été identifiés donc par un huissier, mais on ne peut pas dicter quelle est la solution à Enedis. Donc on l'a fait, on l'a refait, on les a reçus. Donc je les ai reçus une fois et Jo a reçu une fois de plus Enedis pour essayer de régler, puisque le problème n'était toujours pas réglé. Malheureusement, s'il y a un vrai contentieux là-dedans, ce n'est pas avec la municipalité. Donc il faudra à un moment donné peut-être que ça passe en justice, mais que c'est pas... je suis d'accord que c'est pas avec la municipalité. C'est pas nous qui allons pouvoir intervenir là-dedans. C'est pas le but de... Si on pouvait, on ferait encore plus que ce qu'on a fait, mais on a fait le maximum. Ok, donc c'est clair que c'est pas la mairie qui est responsable de cet état de fait. C'est juste pour souligner que Enedis renvoie la balle
en disant s'il faut qu'on nous le demande, si voilà. Donc c'est juste pour souligner ça. Et donc, en fait, si on est arrivé au bout de tout ce que la mairie peut faire, il faut faire autre chose. Alors du coup, parce que Moi, aujourd'hui, Madame Queval, moi, je veux que cette société fasse les mesures. Il faut qu'on passe par là. Une fois qu'on aura ces mesures, après, eh bien, on envisagera peut-être autre chose. je ne suis pas sûre que ça guérisse non, mais notre pas sûr. Mais concitoyenne. après, on rencontrera à nouveau Enedis, on reposera des questions, on essaiera de voir est-ce qu'il faut rechanger à nouveau un transformateur, en remettre un autre. Je ne sais pas. Mais il faut d'abord des mesures. Alors, j'ai sous les yeux là, le courrier que j'ai signé le 27 novembre 2023 et dans lequel je lis la phrase qui est « Au vu des intervenants techniques sur le dit transformateur, il apparaît que ce dernier ait atteint une durée d'exploitation maximale. Il pourrait être opportun, donc vous voyez, je mets quand même de le remplacer par du matériel plus récent et moderne. » Donc cette lettre-là, les riverains, l'ensemble des riverains et l'ensemble des gens, des pétitionnaires, l'ont eu aussi. Mais effectivement, nous, on ne peut que demander, et comme je l'écris, on ne peut que demander le truc. Mais donc quand Enedis, enfin je ne sais pas qui c'est qui vous dit, elle dit on attend que la demande soit faite par la mairie, on l'a fait le 27 novembre 2020. Je pense que vous l'avez même fait 2 fois, je crois qu'il y a eu 2 courriers. Possible, c'est très possible. Madame, et en effet, c'est dans le dossier, et oui. Madame, et en effet, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi? Qu'est-ce que... Oui. Non, mais c'est Enedis qui dit ça, hein, c'est pas nous. Oui, mais non, mais là, malheureusement, donc bon, je sais que le propriétaire le plus proche, a déjà consulté une association de consommateurs, mais c'est clair que c'est du privé, et donc il n'y a pas 36 000 solutions, il faut aller devant le juge, quoi. Moi, si vraiment ça, Enedis n'est pas capable de régler les problèmes, c'est pour ça que Joseph Pellegrino, il insiste sur le fait d'avoir des mesures fiables et indépendantes par cet organisme-là, c'est que justement ça permettra peut-être à Enedis d'accepter rapidement de faire cette... Moi, juste pour finir, une seconde. Moi, j'ai à nouveau eu au téléphone aujourd'hui l'interlocutrice privilégiée des collectivités, de Enedis. Et moi, jamais, donc, elle ne m'a parlé qu'il fallait que nous, mairie, on demande donc le changement de transformateur. Moi, sur ce sur quoi j'ai insisté, je lui ai dit que maintenant, il était très urgent donc que ces mesures puissent être faites, parce qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation par rapport à nos administrés. Ce n'était pas possible. Okay, donc, elle m'a promis, m'a dit on va essayer de faire donc, ces mesures le plus rapidement possible. Et donc, il devrait prendre contact très très rapidement avec les administrés qui sont les plus proches, donc, pour pouvoir faire donc, ces mesures, comme je le disais, à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation. On n'arrête pas. Vous savez, le dossier, il est épais. On n'arrête pas. On va pas lâcher. Moi, j'arrête pas. Vous savez, là, je vais pas lâcher. Juste une remarque. Vous avez dit, et vous l'avez même répété, Monsieur Berger, que Enedis avait mesuré le fait que son transformateur faisait 53 dB. D'accord ? La loi, elle dit le bruit reçu par autrui ne doit pas dépasser 5 dB en diurne et 3 dB en nocturne. Moi, je le lis. Hein. Oui, mais je pense pas que ce soit la bonne réglementation. On va peut-être arrêter ce débat technique qui nous dépasse un peu, et on va passer à la question suivante. Monsieur Barbier, dernière intervention. C'était juste pour dire que les 53 dB, c'est la mesure qui a été faite dans le local, et c'est normal, c'est très bruyant en local, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, les 6 dB maximum dans l'appartement, moi je pense qu'il faut vraiment les mesurer, et on attend avec impatience que ce soit mesuré.
On va pas faire de débat là-dessus. On n'est pas. Je crois pas qu'on en ait les compétences. Est-ce que vous voulez bien passer à la deuxième question, s'il vous plaît? Floriane Montant, ça concerne les élections européennes, mais ça concerne aussi les élections législatives qui ont eu lieu le week-end dernier et qui ont lieu également dimanche. On a été surpris de constater en fait que certains des élus majoritaires n'étaient pas mobilisés dans les bureaux de vote pour les élections donc, européennes et législatives. On vous dit, n'est-ce pas, une obligation pour les élus de la République de participer à la tenue des bureaux? Moi, je pense que oui, puisqu'on avait même reçu, quand on reçoit les demandes de participation, on nous indique bien qu'il faut avoir une raison réelle et sérieuse pour ne pas y participer, et qu'on est dans l'obligation de le faire. Donc, j'aimerais savoir pourquoi certains ne font pas leur devoir. Alors, comme la question était portée sur les européennes, je me suis enquéri des informations sur uniquement les élections européennes. Donc, je vais vous dire, la constitution des bureaux de vote relève de la responsabilité du maire de la commune. Le maire préside un bureau de vote. Cette fonction est également dévolue aux adjoints et aux autres conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, y compris s'ils sont candidats. En effet, l'article R43 du Code électoral prévoit que les bureaux de vote sont présidés par des maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. La présidence d'un bureau de vote constitue une fonction dévolue par la loi au sens de l'article L. 2121 du CGCT, qui doit être assurée par les personnes concernées, donc maires, adjoints, conseillers municipaux. Ils peuvent se soustraire à cette obligation dès lors qu'ils disposent d'une excuse valable. Vous m'interrogez sur la participation des élus majoritaires à la tenue des bureaux de vote lors du scrutin des élections européennes. La participation de l'ensemble des élus du conseil municipal a été bonne. Au total, sur 33 élus, seuls 5 élus, pour des raisons diverses et valables, n'ont pu participer à la tenue des bureaux de vote. Je note également que l'ensemble des présidences des bureaux de vote a été assuré, comme prévoit la loi, par des conseillers municipaux et dans le cas d'espèce par des conseillers municipaux de la majorité. Donc je suis désolé, j'ai pas les nombres et les excuses qui ont été données pour les autres élections, mais en tous les cas, ce que vous dites sur les élections européennes ne s'avère pas réel dans la tenue des bureaux de vote pour les élections européennes. C'est la constitution des bureaux de vote qui ont été... Enfin, on n'a pas dit que c'était la majorité des élus, bien au contraire, hein, mais on a dit que certains élus, qui d'ailleurs en général ne participent pas non plus au conseil municipal. 5. Qu'est-ce qu'on a comme raison valable pour Ça, je peux pas vous le à dire. part être hospitalisé? J'ai pas le droit de vous le dire. Non, mais je vous demande pas les raisons de ces 5 personnes. Je dis parce qu'il faut vraiment être hospitalisé pour avoir une raison valable. Non. Ben oui. Ah, la parole à monsieur ou à madame Oudol ou à monsieur. Demain. Mélanie me le souffle. Alors, on l'a pas dit et je le dis, et je le dis certainement en votre nom. Je dois quand même saluer l'effort qui a été fait par l'ensemble des services pour tenir dans des excellentes conditions et avec une qualité d'accueil des électeurs pour ces élections législatives qui n'étaient pas prévues. Et il y a eu un effort exceptionnel qui a été fait par l'ensemble des services, soit pour installer les bureaux de vote, pour faire en sorte que tous les bureaux de vote soient prêts et que les personnes qui sont sur les bureaux soient bien positionnées. Et je veux aussi dire que l'annonce de la dissolution a engendré un nombre extraordinaire. Après, on fera le point, je pense, à un moment donné, d'inscriptions supplémentaires sur les listes,
Non, pas avant les procurations, il y a eu déjà des inscriptions. Il y en a eu énormément. Et même si les personnes, si en tous les cas au niveau du service, ils savaient que les personnes ne pourraient pas voter pour ces élections législatives, je ne sais pas si vous vous rappelez du débat par rapport au 9, au 10, etc. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits le 10, le 11, éventuellement plus tard, il fallait que les services prennent en compte ces nouvelles inscriptions dans un délai très très court. Donc ça a été une des premières surcharges administratives. Et la deuxième, c'est bien sûr les procurations qui là ont permis justement à des gens de voter, ce qui est quand même tout à fait louable, mais qui a apporté aussi un surcroît de travail et qui va continuer, puisque pour le deuxième tour, on peut accepter des procurations jusqu'à quand, Madame Boudol? Le jour du scrutin, on en a accepté à 18h. Ah, on en a accepté à 18h, le jour du scrutin. Il faut les faire de manière électronique en ligne, en fait. Si vous la faites en ligne et que vous allez approuver si vous faites certifier votre identité en gendarmerie, donc elle est ouverte, effectivement. Nous, on reçoit par mail automatiquement la procuration, donc on peut l'approuver jusqu'à la date, techniquement jusqu'à 19h59, mais ne faites pas ça. Donc on en a reçu jusque tard, oui, 18h, je crois qu'on en a. Et même si la gendarmerie était fermée, parce que, ceux qui disposent de France Identité, la nouvelle carte électronique, il n'y a plus besoin d'aller en gendarmerie, donc on peut tout faire. Alors, monsieur le maire, vous me l'avez ôté de la bouche, je voulais effectivement remercier les services parce que le travail a été colossal, et donc je ne répéterai pas tout ce que vous avez dit, et c'est vraiment partagé. Je voulais simplement aussi élargir un petit peu le remerciement aux services qui sont présents sur ces conseils municipaux le soir, qui nous supportent, qui subissent nos affronts verbaux. Heureusement que verbaux. Pas contre eux, déjà. Voilà. Merci. Et je vous en remercie. Rien de ce qui se dit n'est contre, bien entendu, la qualité du travail des services. Oui, mais ça, c'est ce que disait monsieur le maire. Donc, est-ce que je peux clore ce conseil municipal exceptionnel, puisqu'il a eu lieu au Grand Ouest Toulousain? On verra, peut-être qu'il y aura encore d'autres occasions qui fera qu'on doit venir ici. En tous les cas, merci à toutes et à tous et bonne soirée.